Dans la prison de Kinshasa, un détenu politique filme avec une caméra cachée dans la pochette de sa Bible. S'il se fait prendre, il peut être exécuté. Il a été condamné sans preuve à passer le restant de ses jours en prison, accusé d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien président du Congo, Laurent Désiré Kabila. Je suis là parce qu'il faut bien que quelqu'un soit là. Je suis là parce que il y a eu un crime qui a été commis, l'assassinat du chef de l'État. Or, un crime ne peut pas rester sans quelqu'un qui soit accusé de cela. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Je suis là parce qu'il faut que quelqu'un paye. Je suis là parce que on a jugé que la stabilité du régime était plus importante que la recherche de la vérité. Je suis là parce que il fallait très vite donner au peuple, qui c'est certain aimait beaucoup le chef de l'État, une réponse rapidement. Et voilà. Nous sommes 51 personnes qui sommes encore là à cause de ce dossier. Laurent Désiré Kabila a été assassiné le 16 janvier 2001 dans des circonstances jamais élucidées. Depuis lors, les autorités du pays l'ont érigé en martyr et considèrent son assassinat comme une affaire classée. Nous n'y croyons pas et nous décidons de mener notre propre enquête. Le 17 mai 1997, Laurent Kabila devient président de la République démocratique du Congo. Laurent Désiré Kabila, je jure fidélité à la nation. Il est porté au pouvoir par une armée d'enfants soldats entraînés par le Rwanda. Leur objectif est de renverser le vieux dictateur Mobutu, au pouvoir depuis 30 ans. Partant de l'est du Congo, il parcourt 2000 km à pied jusqu'à la capitale Kinshasa, où Kabila est accueilli en libérateur. Kabila est un révolutionnaire marxiste et l'Occident voit d'un mauvais œil son arrivée à la tête du Congo. Mais il réussit à s'imposer et c'est Nelson Mandela qui accompagne en douceur le vieux Mobutu vers la sortie. La situation devient vite chaotique. Des dissensions éclatent entre Kabila et ses alliés. Le Rwanda, qui a fourni les instructeurs, les armes et les munitions au mouvement de Kabila, espère en recueillir les fruits et participer à la gestion de ce pays aux ressources naturelles immenses. Mais Kabila veut régner seul. Il chasse les troupes rwandaises qui en réaction créent un mouvement rebelle dans l'est du Congo, le RCD. C'est le début d'une nouvelle guerre que Kabila n'aura pas le temps de mener jusqu'au bout. Le 16 janvier 2001, il est assassiné par Rachidi, un ancien enfant soldat qui est devenu son garde du corps. Rachidi a immédiatement été abattu, emportant avec lui la vérité sur les dessous de l'assassinat. Eh bien, nous aimerions d'abord vous relater comment les faits se sont passés. C'était le 16 janvier 2001, nous avons travaillé dans ce bureau. C'est un bureau habituel qu'on appelle la Maison Blanche. Et il travaillait avec l'un de ses collaborateurs, le directeur de cabinet. Voici les dossiers sur lesquels il travaillait. Et la paire de lunettes qu'il a portées ce jour-là, les stylos, tout ce qu'il a utilisé se trouve là. On n'a rien enlevé. Et comme Zé était assis là-bas, il a vu quelqu'un de l'autre côté. Cette porte-là était ouverte. Il a vu un de ses gardes rapprochés qui lui a fait signe
qui voulait lui parler en aparté. Et alors, le connaissant, il lui a fait signe de venir. Il est entré juste à côté de Mzé. Malheureusement, il était armé, il avait son revolver. Et il a tiré à bout portant. Alors vous regardez ici sur le fauteuil, vous voyez l'impact des balles. Il y a une balle ici, et ça c'est le sang. Ça c'est le sang également. Une balle est entrée là-bas, une autre ici derrière. Mais vous êtes le seul témoin. Je suis le seul témoin et le dernier à lui avoir parlé. Effectivement. Vous parliez de quoi ce jour-là? Nous préparions le sommet France-Afrique. Nous devions aller à Yaoundé. Et ce jour-là, c'était le jour de ma permanence. Et c'est à ce moment-là qu'il m'avait demandé qu'on fasse la liste des gens avec qui nous devions voyager. Nous étions sur ce dossier-là, quand l'inévitable est arrivé. Et donc là, Rachidi entre, Ouais. là vous le voyez, c'est quelqu'un que vous connaissez ou... Non, je savais que c'était des gardes-corps du chef, mais je ne sais pas s'il s'appelait tel. Ça faisait pas longtemps que j'étais là-bas. Et là, il se passe quoi? Vous voyez quoi exactement? Non, il vient, il arrive à la porte, il claque ses souliers, il salue. Le chef lui demande qu'est-ce qu'il y a, venez. Et il est entré. Et là, il fait quoi? Là, moi j'étais en train de prendre note, j'entends le premier coup de feu. Je regarde, il tire encore une fois, puis la troisième fois il tire, et puis il commence à sortir. Voilà comment ça s'est passé. Et là, je me suis revenu, je ne comprenais rien du tout, je ne savais pas ce qui s'est passé. Et bon, je suis sorti aussi vers la porte de la part où il est entré, il courait, et j'ai crié en swahili, Uibwana na pigara ici Masasi. Et à un certain moment, j'entends, ce monsieur vient de tirer sur le chef de l'État. Hein? Moi, je ne le connaissais pas de nom. Je dis, Uibwana na pigara ici Masasi. Chiribagula qui est à l'escalier, qui voulait aller attendre vers le garage, il voit l'autre en train de sortir dans la précipitation, semble-t-il, avec son arme à la main. Chiribagula voit aussi M. Mota en train de le poursuivre, criant sur lui qui vient de tirer sur le chef de l'État. Chiribagula affirme avoir tiré une balle sur Rachidi dans la jambe et il est tombé. Mais subitement, Edi Kapend viendra avec un Kalachnikov pour achever Rachidi. Et Chiribagula affirme même qu'il a empêché Edi Kapend de laisser qu'il parle. Edi Kapend, dans la colère, d'ailleurs, les questions qui lui étaient posées sur ça, il lui-même dit que il avait achevé effectivement parce qu'il était dans la colère. Camarades, officiers et soldats, le peuple congolais, encore une fois en ce jour, a besoin de votre sérénité. Edi Kapend est le bras droit de Kabila. Il vient d'exécuter Rachidi l'assassin et lance ensuite un appel au calme à la télévision nationale. Il craint que la rumeur de l'assassinat de son chef ne se propage et qu'un mouvement de panique s'empare de l'armée. Il vous est donc interdit, vous soldats et commandants, d'user les armes sans ordre préalable qui vous sera donné par la hiérarchie selon l'ordre que je donne en ce moment. Il n'est donc pas question. Edi Kapend ne dit rien des événements du palais. Il veut gagner du temps pour permettre à la succession de s'organiser pacifiquement. Des troupes sous votre commandement. Toutes les frontières sont bouclées et seul un avion est autorisé à atterrir. Celui du fils du président, le général Joseph Kabila, rappelé d'urgence de la ligne de front pour succéder à son père. Nous avons dû réagir très vite pour essayer de sauver le pays. C'était ça l'objectif. Nous devions sauver le pays de tous les troubles qui pouvaient alors surgir. Notre priorité était de faire en sorte que les hommes politiques ne se lancent pas dans une course à la succession. Il fallait trouver quelqu'un qui ne faisait pas partie du gouvernement. Il fallait aussi trouver quelqu'un qui était proche du président. Et cet homme, c'était son fils. Joseph Kabila est le principal bénéficiaire de l'assassinat de son père. À l'époque, certains l'ont soupçonné d'y avoir participé, mais personne n'a jamais osé incriminer ouvertement le nouveau président. Par contre, c'est sur Edi Kapend que vont retomber les principales accusations, alors que jusqu'au bout il est resté fidèle à son chef, Laurent Désiré Kabila. Lors de ses obsèques,
Edi Capen ignore qu'il vit ses derniers instants de liberté. Messieurs les présidents de la Cour d'ordre militaire, mon général. Un an plus tard, lorsque s'ouvre le procès contre les assassins présumés de Laurent Kabila, plus d'une centaine de prévenus sont sur le banc des accusés. Edi Capen est présenté comme le principal suspect. Face à l'accusation d'avoir tué Rachidi, l'assassin de Kabila, il plaide la colère. À l'époque, les exécutions sommaires dans l'armée sont courantes et le châtiment infligé par Edi Capen à Rachidi ne surprend personne. C'est surtout son message à la télévision qui retient l'attention de la Cour et qui est interprété comme une tentative de prise du pouvoir. C'est-à-dire, il a exprimé ce qui était dans son fort intérieur, de manière tout à fait aisée. C'est sorti donc au moment opportun, au moment où il fallait justement prendre maintenant les choses en main. Le procureur, Charles Alamba, accuse à tout va, bien décidé à trouver des coupables. Nous avons compris qu'il y avait la prise du pouvoir. Mon général, avec tout mes respects, je n'ai jamais tenté de prendre le pouvoir. Jamais. Je fais mon devoir à la fidélité vis-à-vis du chef de l'État et personne ne doit me demander. C'est aujourd'hui que les gens sont en train de considérer toute cette loyauté-là comme un sentiment de méchanceté. Il était le bras droit du président. Celui qui, pendant toutes ces années, transmettait les instructions du président à tous les militaires, plus précisément à tous les généraux. Il a dû penser que cela faisait partie de ses responsabilités d'aller s'adresser aux militaires. D'ailleurs, je me souviens que cette nuit-là, il communiquait avec les généraux en poste dans les différentes provinces. Il leur disait de rester calmes, de garder le contrôle de leurs troupes, de ne pas laisser la panique s'installer et que tout était sous contrôle. C'est ce qu'il leur disait. Et personne n'a protesté. Et en fait, je pense que d'une certaine façon, il a aidé le pays. Il a rassuré les militaires en les encourageant à rester confiants et fidèles. Mais dire qu'il a tenté de prendre le pouvoir cette nuit-là, je ne le pense pas. Le colonel Edi Capen à la barre. Le déclare coupable d'attentat contre la vie du chef de l'État. Il ne retenait aucune circonstance atténuante en sa faveur et le condamne pour cette infraction à la peine capitale. La Cour ordonne son arrestation immédiate. Photographe. Photographe. Caméraman. Allez-y rapidement. Caméraman. 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 Capitaine Kakwatmouche. Près d'une centaine d'autres prévenus seront condamnés sur la base de simples soupçons. La plupart à mort ou à la perpétuité pour complot, trahison et attentat à la vie du chef de l'État. Parmi eux, Antoine Vumilia, le prisonnier à la caméra cachée. Les principaux suspects sont-ils dans la salle? Peut-être pas pour le juge. À l'issue du verdict, il promet de nouvelles enquêtes. Le procès contre l'assassinat du chef de l'État n'est pas terminé. Les enquêtes continueront et d'autres procès aussi continueront.